Il est né en 1957. Il a étudié un peu la physique. Et tu as une double vie avouable, mon cher Bernard. D'abord, tu as été salarié et un jour, tu es devenu entrepreneur. Raconte-nous. Oui, j'ai fait de la physique par hasard. Je l'ai fait parce que la science m'a toujours amusé, c'est le terme. Et petit à petit, je suis devenu généraliste de par mes fonctions. Mais effectivement, j'ai démarré dans l'univers pétrolier parce que je voulais voir le monde. J'ai pas été déçu. Et donc, j'ai démarré là-dedans, dans la partie noble, disons, la partie réservoir, et en service aux grandes sociétés. Et au bout d'un moment, à 40 ans quand même. 42 précisément. Après plusieurs postes de direction, on s'est dit avec des camarades, écoute, on n'a pas de pognon, mais on va peut-être solliciter quelques private equity, on va leur faire gagner de l'argent, on va racheter des sociétés. Donc on a racheté effectivement une société aux États-Unis, une en France, qui était remarquable, petite PME remarquable. Et on a démarré avec 25 millions, beaucoup de pression. Hein, comme disent les Américains, j'ai appris ça avec eux, cash is king, n'est-ce pas? Ah bah oui, c'est oui, oui. Et donc petit à petit, on a après finalisé ça à plus de 500 millions. Donc en une quinzaine d'années. 15 années. Voilà, donc tu as revendu tes parts en 2018, ça va ouais, financièrement, tout va bien pour toi? Ça va, ouais, ma femme est heureuse. Ouais, bon, ta femme est heureuse, toi. Alors, tu as dirigé donc une ETI pendant longtemps. Quel est ton regard sur les ETI à la française? Est-ce qu'on fait suffisamment pour qu'une PME devienne une ETI et demain une ETI devienne un grand compte? Est-ce qu'on s'entraide? Est-ce qu'on chasse en meute? Pour ma part, je me suis toujours posé des questions à ce sujet parce que j'ai été très tourné vers l'international. Il est bien évident que j'aurais jamais fait ça. J'ai eu la chance de pouvoir le faire à Pau. Ça a été un combat et c'était compliqué. On m'a dit qu'on pouvait le faire ailleurs, l'international, etc. Mais je suis arrivé à le faire là. Mais ceci dit, j'ai toujours trouvé la France excessivement, je dirais, timide. Par rapport à ce support. Alors pas les grands groupes ils ont des moyens, là il y a une aspiration globale au niveau du CAC 40 et autres. Par contre pour les très grosses PME, et ça c'est la force de l'Allemagne, pour les très grosses PME, je pense que notre réseau international, que ce soit au niveau des ambassades, alors ça s'est bien amélioré, il y a une prise de confiance, il y a pas mal de choses qui se sont faites, mais c'est pas encore suffisant. Il y a encore du boulot. Oui, il y a énormément de travail. Moi je l'ai vu, je dirais, à la corne, si je puis dire. J'ai été exposé et non, il y a énormément de travail. Et puis de toute façon, il y a aussi l'international, c'est cher. Donc il y a tout un contexte aussi. Et les grands groupes peuvent aussi aider. En amont, et les grands groupes aident. Absolument. Et je le sais. Alors on a reçu Patrick Pouyanné au Wine Business il y a quelques temps. Ouais. Dès qu'on a besoin de pognon en France, on va taper Total. C'est une bonne chose ou pas? Bah, écoutez, je sais pas, mais ce que je pense, c'est qu'il a fait le job pendant un certain temps. Je pense que je le connais bien. Donc il se trouve que je sais que c'est quelqu'un, il a très impliqué. C'est la France avec un grand F, c'est important. Et puis un grand patron. Patrick Pouyanné, c'est un très très grand patron. Et au-delà du grand patron, c'est quelqu'un qui est capable. Il fait partie de ces talents français qu'on sait avoir à un moment donné, et lui il fait partie de ces talents français. Voilà. On est passé de Marjorie qui buvait plutôt du whisky à Patrick Pouyanné qui est voilà. Principal, pas du tout, mais c'est toujours une rencontre avec Patrick Pouyanné, c'est toujours très intéressant. Alors Bernard, est-ce que toi tu as joué au rugby au moins? Ouais, j'ai joué au rugby mais pas assez comme Didier Codornou. Je lisais. Ah, tu mesures combien toi? Je lisais 1m74. 74. Didier, tu mesures combien toi? 1,69. Oh là là. Ouais, et bon, alors tu jouais quoi? Tu jouais 9? Tu jouais 10? Non, je jouais comme lui. D'ailleurs, je le regardais avec Joe Mazzo et donc c'était une inspiration. Alors eux, ils sont allés au bout du bout, ouais, c'est quand même des stars. Je lisais Saint-Exupéry, Le Petit Prince, mais il y avait le deuxième Petit Prince, c'était lui. C'est vrai. Et non, mais c'est vrai. Et il a fait rêver pas mal de monde, quoi. Alors, le sujet, c'est toi, c'est pas lui. Lui, c'est tout à l'heure, quoi. Alors, Bernard, raconte-nous, là. C'est vrai que Pau, on a beaucoup parlé de Pau avant le début du championnat. L'affaire en Argentine, voilà, secouait tout le rugby. Toi, tu l'as vécu, tu as un des deux joueurs incriminés qui fait partie de l'effectif, qui a repris l'entraînement. Comment as-tu vécu la chose et comment tu t'es comporté vis-à-vis notamment des médias? Bah, alors, vis-à-vis des médias, ça je vais évacuer de suite. Ça, il était très clair qu'au niveau du parquet argentin, il n'était pas question d'intervenir. Nous, depuis la première seconde, quand j'étais réveillé à 6 h du matin par le texto d'un journaliste d'ailleurs, je n'étais pas du tout au courant de l'affaire. Et j'ai été surpris, j'ai appelé mon DG, il me dit merde, je suis comme toi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, bref.
Depuis la première seconde, connaissant le garçon, c'est un garçon en plus Hugo Radou, garçon excessivement câblé, intelligent, même au-delà de la normale. C'est quelqu'un qui très équilibré. Bon, il est à 20 ans comme on l'est. Oui, à 20 ans, on a tous été 20 ans. Hein. Voilà, bon, voilà. Comme je l'ai été, c'est-à-dire, voilà, on fait des conneries, certes, mais ça c'est sûr. Et puis il faut avoir 20 ans de toute façon. Mais par contre, je savais depuis la première seconde qu'il était innocent. Et ça, il était très clair pour moi. Je pense que c'est quelqu'un en plus qui a un grand avenir dans le rugby. Ça sera un leader. Donc ces gens-là, on ne va pas les dégommer parce qu'il y a 2 articles nauséabonds. Je pense que la présomption d'innocence, parce que je regarde cette affaire, j'ai été jamais confronté à ça, et la présomption d'innocence, c'est quelque chose de vraiment important. Je veux dire, quelle que soit l'affaire, il faut avoir toujours cette présomption d'innocence en tête. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et donc, pour répondre à ta question, oui, nous, on a dit, bon, on la boucle, et c'est Maître Veil en France qui fera le job. Il fait le job, quoi. Il a repris l'entraînement récemment, c'est ça? Oui, là, il a repris, bon, on a passé... il a passé un petit peu de temps, je dirais, il est très accompagné aussi psychologiquement, parce qu'avoir sa tête dans les journaux pour genre d'histoire, on est quand même un peu marqué. Donc là, il y a du monde autour de lui à ce niveau-là. Et puis ses camarades en premier, je pense que c'était le plus important. Donc là, tu avais vraiment l'esprit d'équipe. Parce que le rugby, ça reste les potes. Hein. Alors dis-nous, Pau, bon, chaque année on se dit, Pau, ils vont faire un truc et vous faites rien là. Quand est-ce que vous allez gagner un truc enfin? Non mais c'est vrai, non mais t'es sympa, t'as une super équipe, t'as tout le pognon total et t'es pas capable de gagner un titre. Non mais quand même, Bernard. Non. Alors là, je vais dire un petit truc, c'est que tout le pognon total, non. Si Total avait voulu être champion de France, je pense qu'ils auraient pu l'être déjà. C'est pas le deal. Le deal, il est très simple. C'est que nous, on est un club de rugby très attaché à un territoire. On est un petit groupe d'actionnaires. Ça a été le cas avant, quand le rugby est devenu professionnel, où on tient ce club. Mais on tient ce club dans une vie réelle. Il n'est pas question de dépenser, je dirais, comme pour une danseuse russe, tout l'argent qu'on veut. Je dirais tous les ans. Non, il faut qu'on soit dans l'économie réelle. Alors ce qu'on essaye de faire, on a des bonnes, des mauvaises années. Les bonnes années, l'actionnaire est là, mais d'une manière générale, on veut être équilibré. Donc on progresse. On a un coach qui s'appelle Sébastien Piccheroni, qui a été 2 fois champion du monde des U1, un grand monsieur. Et à ce titre, on a un plan, on a un planning. Alors le planning, c'est quand le planning on a beaucoup travaillé notre raison d'être au club. Je pense que ça, c'est global. Et petit, on a délivré à l'équipe de France jusqu'à 5 U20 cette année et encore l'année d'avant. Donc là, ça c'est un résultat. En Argentine, il y en avait 3 jeunes. Je pense qu'on est un des clubs qui fait jouer les joueurs à la prise de risque les plus jeunes. Je pense à Théo Atisogbe, je pense à Hugo, je pense à Emilien Gailleton. Donc bon, bref, on a ce cap, on le tient. Avec les risques qu'on prend. Donc pour répondre à ta question rapidement, on a passé l'année dernière la plupart du temps dans le top 6 et à la fin on s'est fait avoir. Mais ça, je dirais, ça fait partie aussi de... Le top 14 c'est en marathon. C'est un des champions les plus durs de la planète. Et on a fini avec 9-10 personnes à l'infirmerie. On était un peu à l'os en fin de saison. Là où il faut être un petit peu plus... Et cette année, tu es optimiste? D'ailleurs, j'ai vu Bordeaux en finale un peu fatigué aussi. Un petit peu fatigué, quoi. Allez, une pensée pour le président Marty, qui est un type très sympa. Laurent, comme toi aussi, et Laurent Lolo, il a mis beaucoup d'énergie et un peu de pognon aussi. Alors, cette année, donc, là, l'idée, c'est d'être dans les 6 ou pas? Quand même. C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'abord, dans un premier temps, être dans ce top 6, top 8 pour avoir la Champions Cup. Là, on y tient. On veut jouer cette Champions. Et ça, c'est l'objectif. Si on veut, de toute façon, tous les ans, c'est faire mieux. Donc l'année dernière, on est 9e, c'est-à-dire la place du con, pour jouer à la Champions Cup. Et donc cette année, il faut y être, au minimum. Le budget, c'est combien cette année? Ça sera 28 millions. 28 millions par rapport aux 14, enfin aux 13 autres plutôt. Avec un petit profit cette année de 110 000 et cette année qui sera probablement de 500 000. De profit? Oui, c'est bien. Une assos qui fait des bénéfices? Ouais, enfin, il y en a qui perdent 66 millions à côté. Mais oui, ça c'est clair quand même. Et donc, est-ce qu'il y a un club des partenaires forts? Parce qu'on m'a dit que c'était quand même l'union sacrée à Pau. 450 entreprises, ça c'est essentiel dans le rugby, parce que le rugby, la plupart des clubs professionnels, c'est 10-15%, c'est le droit télé. Je veux dire, demain ça s'arrête. Ça serait très néfaste, ça va de soi. Mais je veux dire, la valeur absolue du chiffre télé, on pourra encore survivre.
hein, même si on... Bon, ceci étant dit, nous, c'est le marché de la convivialité, je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est un élément excessivement important. Et ça, c'est un mot que j'emploie parce que je trouve que c'est noble. Notre job, il est là. C'est jouer au rugby, mais nous, on a les familles, les gosses, les trucs, tout le monde vient. Et ça, il faut le garder. Il faut le garder. Et alors demain, donc, il y a les entreprises du club qui veulent venir t'aider, te sponsoriser, tout ça. Il y a encore de la place ou c'est verrouillé à 450? Non, non, il y a de la place. Il y a de la place. Ouais. On trouvera de la place. On poussera un peu Patrick et puis on a la place. 2-3 places de plus, quoi. Alors, tu t'occupes également au sein de la Ligue du département où l'activité RSE. C'est quoi les enjeux de la RSE pour le la RSE, d'abord, au niveau du club, ça, j'ai toujours été un petit peu véhément là-dessus. Et puis, j'ai beaucoup poussé le club dans ce contexte. Et puis au niveau de la Ligue, donc on m'a confié cette commission, tout à fait naturellement. Et là, cette année, c'est sur le handicap. Moi, j'y tiens beaucoup. Aussi, nos amis du Resto du Cœur ont eu beaucoup de soucis économiques. Donc ça fait maintenant, c'est récurrent depuis 3 ans, on les aide et ça sera encore le cas cette année. Plus beaucoup d'autres, je dirais, relatifs à l'engagement LGBT qu'on a. Ça, c'est important aussi. Mais l'axe handicap sera très fort cette année. Voilà. Et alors pour terminer, donc, certains disent que les meilleurs vins du monde sont juste à côté de Pau avec le Jurançon. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des liens entre le monde du vin et le monde du rugby? Parce que généralement, ils s'aiment bien. Malgré la loi E20, on a quand même ici Jurançon, Gand. Alors, il n'y a pas Cave, hein, mais il y a Jurançon quand même. Alors, c'est le maire de Jurançon qui est content, mais en fait, c'est pas vraiment Jurançon, c'est pour le Pinard. Mais bon, c'est comme ça. C'est un petit malheur, cette loi E20 quand même, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Au passage. Ça peut arriver. En tout cas, quelque part, ça a protégé aussi le marché français des grands producteurs de vins étrangers. Bien sûr. Positif, négatif. Et je pars du sport. Absolument, c'est vrai. Donc on peut l'applaudir chaleureusement. Longue vie donc à la section paloise. Merci beaucoup Bernard.